Alors avant de passer à la vidéo, pour les chevaux, j'ai un problème avec ce document. Ici, on a une linéarité. Hyracotherium, Mesohippus, Merihippus, Equus. C'est ce qu'on avait en Europe, hein, les fossiles nous disaient clairement ça. On part d'un Hyracotherium petit pour arriver à un grand cheval. Le problème, c'est qu'en Europe, les archives sont lacunaires. On n'a que ça. Huxley, au 19e siècle, et je ne me trompe pas en disant 19e siècle, lors d'un voyage aux États-Unis, s'est rendu compte que les Américains disposaient d'une quantité de fossiles beaucoup plus importante avec des espèces différentes de chevaux. Et du coup, on s'est rendu compte qu'en Europe, c'était pas du tout ce qui s'était passé. Il n'y avait pas eu une évolution linéaire, mais il y avait une évolution buissonnante avec des espèces qui ont migré, certaines en Europe, mais pas toutes, qui nous donnaient l'illusion d'une linéarité. Et ça, c'est resté très longtemps, hein. Même dans les années 90, ça se faisait encore en cours de SVT, et j'en sais quelque chose. J'ai eu le droit à ces cours. je... Et certains apprécieront la remarque, je pense. Vous ne savez pas tout. Voici l'arbre généalogique, soi-disant, du cheval, d'un animal qui naturellement a la tête penchée vers le bas et qui évolue en levant la tête vers le haut, subtil. Donc là, on a une évolution qui est à rebours de l'hypothèse de la sélection naturelle, de la survivance du plus apte. Hein. Et en fait, on se rend compte que Léohippus a exactement le même squelette que le tapir. Et que l'ancêtre supposé du cheval, en fait, c'est un tapir. Donc c'est pas un cheval du tout. Non. Déjà, pourquoi diable cette histoire d'évolution à rebours? Non. Les chevaux sont une population qui s'est adaptée à partir d'un ancêtre qui n'était pas adapté à la vie en prairie. Hyracotherium vivait dans des forêts marécageuses et mangeait des feuilles. Donc déjà cette histoire de baisser la tête, de vivre la tête baissée, déjà c'est un non-sens. Moi sur mon dessin, il a la tête redressée. Et de toute façon, les feuilles sont à sa hauteur, il n'y a aucune raison de baisser la tête. A noter qu'en forêt, la vision est pas terrible, on voit pas très loin. Par contre, Equus est un animal qui vit dans des prairies et mange de l'herbe. Il baisse la tête pour se nourrir et redresse la tête, ce qui est plutôt pratique, vu que du coup on peut voir venir les prédateurs. Donc du coup, non, c'est pas une évolution à rebours, c'est une évolution, tout ce qu'il y a de plus classique. Ici, augmentation de la taille, les plus grands, ils courent plus vite. Le but étant de courir plus vite que ses compères plus petits pour ne pas se faire manger par les prédateurs. Donc du coup, l'abbé lui nous dit que le tapir et puis l'Hyracotherium, c'est pareil. Puis l'Hyracotherium et cheval, c'est pas pareil. Donc forcément, le tapir, l'Hyracotherium c'est du tapir, le cheval ça peut pas être du tapir, donc il peut pas y avoir évolution. Déjà, premier point, les tapirs ont aussi évolué de leur côté. Le plus ancien tapir, l'ancêtre commun, se remonterait à 30 millions d'années. Le problème, c'est que le groupe des chevaux, les Equidae, remonte à 40 millions d'années. Ce qui veut dire que si un tapir a donné les chevaux, ça voudrait dire que le tapir a remonté le temps. Et quant à dire que le tapir est tapir. Et le tapir a donné tapir, dont on a les descendants jusqu'à présent, et le cheval est un cheval. D'ailleurs, les éleveurs de chevaux affirment, donc alors dans cette évolution du cheval, on constate qu'il marche sur deux doigts, enfin sur plusieurs doigts. Les chevaux préhistoriques avaient des restes de la main initiale, donc il y a plusieurs doigts. Mais les éleveurs actuels disent qu'on pourrait, par des croisements, retrouver les espèces préhistoriques. C'est juste une question de croisement à faire. Ce qui veut dire simplement qu'on a des races qui se sont transformées, je dis bien des races et non pas des espèces, et que le cheval était cheval depuis qu'il est cheval, quoi. Depuis qu'il existe, et qu'il ne descend pas du tapir. En fait, c'est un cas de micro-évolution, et non pas de macro. Ce n'est pas parce que au sein d'une race, donc une population obtenue par sélection artificielle, donc ce n'est pas parce qu'au sein de cette race on va obtenir des caractères ancestraux d'espèces antérieures, que ça veut dire que tous les fossiles qu'on a découverts appartiennent à la même race. C'est pas parce que ce qu'on arrive à faire par sélection artificielle au sein d'une même espèce qu'on va pouvoir généraliser en disant que toutes les espèces précédentes c'était la même. L'inférence est brutale, on va dire. Déjà. Ensuite, si je regarde, donc mon squelette, donc ça c'est du crâne d'Hyracotherium à droite et un crâne de tapir à gauche. On peut remarquer qu'il y a quand même quelques petites différences. Au niveau de la mâchoire,
Hyracotherium possède une canine au milieu, que le tapir n'a plus. De même, on peut observer qu'au niveau de l'os du nez, il y a quand même une grosse différence morphologique. Donc là, on a une arête qui est surélevée chez le tapir, qui n'a pas lieu d'être chez Hyracotherium. Si je regarde du crâne, je peux faire la différence entre du tapir et l'Hyracotherium. Dire que le squelette du cou est identique me pose un problème. Au niveau des doigts, Hyracotherium, alors il avait 4 doigts sur le membre antérieur et 2 sur le membre postérieur. Le cheval en a un seul, le numéro 3, les autres ont formé un os canon. Et on peut observer que chez les différentes espèces, chez les différents fossiles qui se sont succédés, on voit une réduction du nombre de doigts. Ça a pris plusieurs espèces. C'est là un exemple de macroévolution, qu'on peut reproduire avec éventuellement de la microévolution au sein d'une même espèce, avec des races. Ce n'est pas parce que on peut l'obtenir par microévolution que ça exclurait une macroévolution. Restons logiques. D'autant plus que, ici, c'est du tapir. Le membre postérieur de tapir possède 3 doigts, et 4 pour le membre antérieur. Là aussi, ça serait abusé de dire que le squelette de tapir c'est du squelette d'Hyracotherium, et inversement, parce qu'ils n'ont pas le même nombre de doigts au membre postérieur. Et encore plus drôle, il manque quand même un petit détail. Notre tapir, contrairement à l'Hyracotherium, n'a pas de queue. Donc voilà, cacher ces queues que je ne saurais voir. Et donc le discours de l'abbé, là, c'est un discours essentialiste. Le cheval est cheval, il a une essence de cheval qui fait que c'est un cheval. Et pourquoi pas un programme génétique pendant qu'on y est. Et le tapir a de l'essence de tapir qui fait que c'est un tapir. Et si Hyracotherium est un tapir, et vu qu'il a une essence de tapir, il ne pourrait en aucun cas être un cheval. Donc ça, c'est le discours de l'abbé. C'est pas de la discours scientifique. Les données fossiles nous disent le contraire. Ici, donc, l'abbé, en fait, se concentre sur le temps du cheval, oui. À l'échelle du cheval, tout ce qui va se passer par sélection artificielle au niveau des races, c'est de la microévolution. Par définition, on reste dans une seule espèce. Par contre, non, ce qui s'est passé à l'échelle des temps géologiques, c'est bien de la macroévolution avec des espèces qui se sont succédées. Ici, vous avez un schéma de flux génétique qui nous explique les principes de spéciation. C'est quand des groupes s'isolent et ne peuvent plus se reproduire avec d'autres groupes. Et dans la nature, en soi, il n'y a pas d'espèce, il y a juste un flux de gènes entre les générations. Flux de gènes qui est possible ou pas. Du coup, l'essence cheval-cheval et l'essence tapir-tapir, elle en prend un coup. On a de même pour les hommes, l'Australopithèque, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo sapiens. On se rend compte que toutes ces espèces, ou plus exactement toutes ces races, il faut dire maintenant, vivaient à la même époque, sur des continents différents, dans des lieux différents. Et c'est juste une constatation physique de constater qu'un crâne d'Européen, un crâne d'Africain, un crâne d'Esquimaux, un crâne selon les lieux où l'on habite, la morphologie est différente, il y a des caractéristiques différentes, et ça se trouve dans les squelettes aussi. Donc on a bien des races différentes, on n'a pas nécessairement des espèces différentes. Ce n'est pas parce qu'on va trouver des variations à notre époque au sein des Homo sapiens sur les différents continents, qui correspondent à des adaptations des populations aux conditions de ces continents, que ça veut dire que les variations qu'on observe dans les fossiles sont des variations au niveau d'une même espèce. Non. J'ai des variations sur des squelettes qui sont clairement définis comme n'étant pas Homo sapiens, mais une autre espèce, et du coup ça ne fait pas des races, encore moins des races, on va voir ça. Donc l'abbé nous dit au final que Homo c'est une espèce, que ça varie, de notre époque mais aussi dans le passé, que du coup c'est des races, et que les différentes races ont donné les unes après les autres, avec Erectus qui a donné Néandertal, qui a donné Sapiens, et que du coup c'est impossible qu'on trouve du Sapiens et du Néandertal, et de l'Erectus en même temps, vu que les unes ont donné les autres, et qu'on est dans une généalogie linéaire, donc c'est strictement impossible. Sauf que le problème, c'est encore la conception de l'abbé. Non, en science on ne dit pas ça. Ce qu'on sait, c'est que nous avons des fossiles de différents homos qui ont existé en même temps, et ça cadre très bien avec une évolution buissonnante. Nous avons des différentes espèces qui sont issues d'ancêtres communs, ces différentes espèces peuvent coexister, elles peuvent même coexister avec des espèces qui les auraient engendrées.
Donc nous avons, par exemple, il y a 2 millions d'années, des Homo rudolfensis, des Homo habilis et des Homo erectus, et nous avons aussi des Australopithèques robustus et Bosei. Notez qu'au passage, on a longtemps dit que Homo elderpackensis, c'était l'ancêtre généalogique de Néandertal et de Sapiens, mais on a trouvé des fossiles plus anciens, ce qui fait remonter les Néandertal et Sapiens à 800 000 ans, et du coup, la généalogie, elle en prend un coup encore. Comme quoi, hein, généalogie à éviter. Le fait de trouver différents squelettes de Homo à la même époque ne veut pas dire que forcément c'est la même espèce qui varie. Ça peut être plusieurs espèces qui coexistent, parce que l'évolution est buissonnante et pas linéaire. Ici, un arbre phylogénétique. L'Homo sapiens est le plus proche de Homo neanderthalensis. L'ancêtre commun dont on parle n'est pas un fossile. On ne peut pas dire que Néandertal et Erectus sont les ancêtres de Sapiens. Voilà. Et notre histoire de binomialité, donc comment on nomme une espèce? On donne un genre, Homo, et une espèce, Sapiens. Quand j'ai Homo neanderthalensis, j'ai le même genre, mais une espèce différente. Chaque espèce peut varier, avec des populations, ici 1, 2, 3, chez Sapiens, mais aussi chez Néandertal. Mais ça n'empêche pas que si ces deux espèces varient, j'ai pourtant deux espèces qui sont différentes. Un nom d'espèce est composé de 2 éléments. Du coup, oui, chez Sapiens moderne, ça varie. J'ai plein de populations différentes avec des caractères différents. Ça a varié dans le passé chez Néandertal, qui s'est éteint depuis. Mais du coup, j'ai quand même 2 espèces différentes parce que je suis capable d'identifier des caractères qui sont spécifiques pour chacune des 2 espèces. Chez Néandertal, je peux remarquer qu'il a un caractère spécifique. Il a des bourrelets susorbitaires. Au-dessus des yeux, il y a une arcade très développée. Il a aussi un chignon occipital. À l'arrière du crâne, je vois qu'il y a une petite excroissance. Au sein de Néandertal, je peux avoir des variations de ces caractères. Certains vont avoir un petit chignon, d'autres un gros chignon. Pareil pour les arcades. Pendant ce temps-là, chez Sapiens, j'ai un menton. Si je regarde la mâchoire inférieure, il y a un menton, ça dépasse, qui est absent chez Néandertal. J'ai aussi un front qui est bombé, très développé, alors que chez Néandertal, il est plat. Et pareil, chez Sapiens, ensuite ça va varier. Je vais avoir des petits mentons, des gros mentons, je vais avoir un gros front, un petit front. Mais dans tous les cas, j'ai quand même 2 espèces différentes qui varient chacune. Et du coup, la question va de savoir si Néandertal et Sapiens c'est la même espèce. On s'est posé la question parce qu'on s'est rendu compte que Sapiens possédait des gènes qui sont présents chez Néandertal, ce qui veut dire que il y a eu un transfert de gènes, il y a eu accouplement et des enfants qui ont été fertiles issus de cet accouplement, avec la présence d'ADN au niveau des chromosomes, mais aussi dans les mitochondries qui correspondent à du Néandertal. D'ailleurs, on retrouve aussi des gènes de Denisova. Donc, Homo sapiens possède des gènes d'autres espèces, mais par contre, si on regarde le chromosome Y, c'est ça qui est génial, c'est qu'on se rend compte que chez Sapiens, il n'y a pas de gène de Néandertal sur le chromosome Y. Bizarre. S'explique parce que, du coup, un homme néandertal qui se reproduit avec une femme sapiens n'a pas de descendance, ils sont stériles. Inversement, un homme sapiens qui se reproduit avec une femme néandertalienne, là par contre, il y a une descendance avec des enfants qui sont au moins fertiles avec sapiens. Et du coup, on retrouve notre critère de définition d'espèce avec la capacité à se reproduire. Néandertal et sapiens peuvent se reproduire dans un sens, mais pas dans l'autre, ce qui fait que ce sont bien 2 espèces différentes. Et quant à nos histoires de race, donc on revient, Homo c'est un genre, Sapiens c'est une espèce, Canis c'est un genre, Lupus c'est une espèce, Familiaris c'est une sous-population qui a donné des races. Bol, genre, Taurus espèce, Taurus sous-genre, qui a donné des races. Parce qu'on a opéré sur ces animaux des sélections artificielles. Alors que chez Homo sapiens, c'est une sélection naturelle. J'ai pas de race. À moins qu'on me montre qu'il y a eu une sélection artificielle chez l'espèce humaine, mais là je commence à avoir des doutes. Donc c'est complètement faux de dire que chez l'espèce humaine il y a des races, encore plus en se basant sur les variations des populations au niveau des squelettes, et d'arriver à la conclusion en plus que du coup les autres homos c'est aussi de l'homo sapiens, parce que les squelettes varient aussi. C'est le propre du vivant de varier. Voilà ce qu'on fait des données scientifiques quand on est créationniste.
Voici ce qu'un paléontologiste évolutionniste, Mark, excusez-moi, je vais écorcher les noms, je suis désolé, Mark Czarnecki a écrit en 1993. Les larges phylums d'animaux, donc les familles d'animaux actuels, étaient déjà présents au tout début de la période cambrienne, et ils étaient aussi différents les uns des autres qu'ils le sont aujourd'hui. Alors non, Mark Czarnecki n'a pas écrit ça, déjà. C'est Richard Monasterski qui a écrit ça. Et encore plus drôle, c'est Richard Monasterski qui a écrit ça en citant un paléontologue. Mark Czarnecki est un journaliste qui citait des croisés créationnistes sous l'ère Reagan. Du coup, il est devenu paléontologue. Richard Monastery, c'est aussi un journaliste dans des revues scientifiques, je crois que c'est dans Mystère d'Orient, où il cite donc un paléontologue, et du coup, il est devenu paléontologue. Détail amusant, cette histoire, cette erreur est présente aussi dans la thèse de la création de Harun Yahya. De là à dire que un abbé se serait allègrement inspiré d'un ouvrage créationniste musulman extrémiste, je trouve ça assez caustique. Donc si je regarde ma faune cambrienne, marine, oui, j'ai des animaux et des végétaux. Bon, rien d'incroyable. Par contre, je vais regarder la faune terrestre, il n'y en a pas. Moi, ça me pose un problème. Quand on fait dire à un paléontologue que les phylums actuels sont tous présents, non, déjà il manque tous les animaux terrestres. Si je regarde dans ma faune marine, la seule qui est présente, j'ai bien des méduses, j'ai bien des éponges, j'ai des échinodermes, des arthropodes, des brachiopodes, des céphalopodes, des chordés. Ok, mais je n'ai pas de chondrichtiens, ni d'ostéichtiens, donc ce qu'on appelle des poissons. Dans les ostéichtiens, j'ai pas d'actinoptérygiens. J'ai pas de tétrapodes, donc j'ai pas de mammifères, j'ai pas d'oiseaux. J'ai pas d'arachnides, j'ai pas d'araignées, et j'ai pas d'hexapodes, j'ai pas d'insectes. Par contre, j'ai des Anomalocaris, des Hallucigenia et des Opabinia qui sont des groupes qui ont complètement disparu. Donc les principaux phylums des animaux étaient là, oui, en effet. Les grandes boîtes dans lesquelles il va y avoir des boîtes plus petites étaient toutes présentes. Mais par contre, il manque quasiment toutes les boîtes plus petites. C'est là qu'est l'interprétation fausse faite de ce qu'a dit John Bergstrom, paléontologue. Du coup, le problème, donc les grands groupes sont présents au Cambrien, mais les espèces du Cambrien ne sont pas celles actuelles. Et en plus, chaque groupe va rayonner et donner par évolution les différents groupes actuels. Par exemple, si on prend notre classification du collège, hop, on vire les amphibiens, on vire les mammifères, on vire les chéloniens, on vire les squamates, on vire les crocodiliens, les oiseaux, il n'y a pas de tétrapodes, nada. On va aussi virer les poissons à squelette osseux, et puis les poissons à squelette cartilagineux, du coup les vertébrés. Hop, à pu. On a perdu les insectes. Nos échinodermes, ils ressemblent à rien, ils ressemblent pas à des étoiles de mer, ça c'est sûr. Les crustacés ressemblent pas à des crabes. On n'a pas d'arachnides, on a des chélicérades. Ils ont des chélicères qui vont donner les arachnides, entre autres. Mes castéropodes, ils ressemblent à ça. Mes céphalopodes, ça ressemble à ça ou à ça. Et mes annélides, là ça ressemble à rien parce que l'image est trop réduite. Et sinon, on a des cordés. Avec Picaya. Les cordés, c'est un grand groupe dans lequel va se former les vertébrés, les tétrapodes, les mammifères, nous. Sauf qu'à l'époque, il y a juste les cordés. Donc du coup, le discours est faux. Richard Dawkins, de l'université d'Oxford, écrit ceci, donc un évolutionniste toujours, au sujet donc de ces vertébrés connus et des problèmes qui se passent. Donc à l'époque cambrienne, d'un seul coup apparaissent une multitude d'espèces. Nous en trouvons plusieurs qui sont déjà dans une forme avancée de l'évolution, la toute première fois qu'ils apparaissent. C'est comme s'ils avaient tout simplement été plantés là, sans aucune histoire évolutive. C'est comme si... Ça veut pas dire que ça s'est passé comme ça, c'est qu'on a l'impression que ça s'est passé comme ça. Là aussi, on sort de son propos ce que dit Dawkins. Alors je suis pas fan de Dawkins, mais c'est quand même un scientifique qui a publié. Ses ouvrages sont plutôt clairs sur la théorie de l'évolution, et du coup, non, c'est plutôt malhonnête. Surtout que l'abbé ne comprend pas la subtilité de la phrase. Ça veut pas dire que ça s'est passé comme ça veut dire qu'on a l'impression que ça s'est passé comme ça. Des données, on en a. On voit bien qu'avant l'explosion cambrienne, il y avait déjà une diversification au début du Cambrien, avec notamment l'apparition des brachiopodes. Et avant le Cambrien, il y avait déjà une diversification avec l'apparition des cnidaires, par exemple, avec la fameuse faune d'Idiacara il y a 600 millions d'années. Et du coup,
le discours des évolutionnistes, il est clair, et les créationnistes, eux, ils vont nous dire que il n'y avait rien avant, hop, tout commence à l'explosion cambrienne. C'est exactement pas ce qu'a dit Dawkins, soit dit en passant. Donc pourquoi diable se limiter à des ouvrages et des publications qui ont été validés par les pairs, alors qu'on pourrait tout simplement se contenter de prendre une citation prise au hasard dans n'importe quel commentaire, et en plus sans comprendre la citation. Non, ce n'est pas possible. Accessoirement, Dawkins a dit aussi que l'évolution est un phénomène qui arrive bon gré mal gré en dépit de tous les efforts des réplicateurs. Donc si Dawkins a dit et que Dawkins a raison, à ce moment-là, Dawkins a dit que l'évolution existe aussi. Ce serait quand même un sacré double standard de ne prendre que ce qui va dans notre sens dans ce qu'ont déclaré les grands scientifiques. Oh mon dieu, j'ai dit grand pour Dawkins. Sans aucune histoire évolutive. Le docteur Gaylord Simpson, évolutionniste et paléontologiste de réputation mondiale, a déclaré ceci: l'absence constante de formes transitionnelles n'est pas limitée aux mammifères, mais est un phénomène quasi universel, comme cela a été noté depuis longtemps par les paléontologistes. Cela est vrai pour presque tous les ordres et classes d'animaux, et cela semble aussi vrai des catégories analogues de plantes. On n'a aucune transition, on n'a rien. Il y a 5 ans, donc un peu plus maintenant, on doit faire 7-8 ans, le docteur Simpson a été forcé d'admettre. Il est donc possible de dire que de telles transitions ne sont pas constatées. Mais il est possible de le dire. Oui, on peut le dire. Mais par contre, c'est faux. Attention à ce que disent les gens. On peut le dire. Simpson, en effet, c'est un paléontologue mondialement connu. On lui doit notamment la théorie synthétique de l'évolution, avec tout un groupe de chercheurs dans les années 1930-40, selon les ouvrages 1920 même. Donc ils ont abouti à la théorie synthétique de l'évolution en rajoutant la génétique aux données paléontologiques et aux travaux de Darwin. Et sinon, il a notamment travaillé pour essayer de concilier les données paléontologiques avec une science qui émergeait à l'époque, celle de la génétique des populations. Ce qui l'a amené à considérer dans un de ses ouvrages, et à démontrer, que au final, ce qu'on observe au niveau de la microévolution des populations génétiques, donc notamment dans nos histoires de chevaux, que ça permettait d'expliquer ce qu'on avait observé au niveau de l'histoire, au niveau des patterns, des données paléontologiques, et donc la macroévolution. D'autant plus que, oui, on a des absences de formes de transition. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune forme de transition, ça on l'a déjà bien vu avant. Il faut se rappeler que nos archives géologiques sont lacunaires, nous avons de l'érosion. Les fossiles qui sont présents dans des couches rocheuses, si elles sont à l'affleurement, vont être érodés par le vent, par l'eau, par l'activité des plantes, un peu moins des animaux, mais non aussi que la fossilisation est rare. Donc du coup, il y aura toujours des lacunes. Ce n'est pas une découverte des années 2000 qui a été imposée à Simpson. Donc là, il l'a cité dans ses ouvrages, Darwin l'a cité dans ses ouvrages. Les archives sont lacunaires. C'est bien pour ça qu'on a abandonné la généalogie, mais c'est pour ça qu'on est passé à la phylogénie. On travaille sur des espèces actuelles, auxquelles on a rajouté les fossiles des espèces anciennes, et on reconstitue une histoire à rebours. On pourrait l'intituler « Pourquoi s'obstine-t-il » ? En effet, pourquoi des créationnistes s'obstinent-ils à ne pas tenir compte de la théorie de l'évolution telle qu'elle est ? Pourquoi s'obstinent-ils à fantasmer une théorie de l'évolution qui n'est pas la théorie enseignée, pour nous dire qu'elle est fausse ? Alors pour conclure, simplement, je dirais avec saint Paul, ils sont inexcusables. Et moi je conclurai sur mon note pour cette partie, un aspect curieux de la théorie de l'évolution est que chacun pense la comprendre. Là je crois que c'est clair. L'abbé nous a montré qu'il pensait avoir compris la théorie de l'évolution, et dans son discours on peut voir les erreurs s'accumuler qui font que non, l'abbé ne comprend pas cette théorie. Et d'ailleurs, c'est cadeau pour cette fin de partie. A bientôt, j'espère,